Bonjour et bienvenue dans Contact, où nous partons à la rencontre et à travers l'espace et le temps de personnalités qui aiment et qui font la science-fiction d'aujourd'hui et d'hier. Pour ce deuxième numéro, j'ai pris contact avec Gabriel, directeur de la chaîne YouTube NovaCorp, qui à travers ses vidéos et ses combattantes aborde musique, cyberpunk et pop culture. Et très bientôt, il se lancera dans un nouveau défi, le jeu de rôle. Me reçois-tu, Gabriel ? Je te reçois. J'aime bien que tu dises que je sois directeur de la chaîne NovaCorp, alors que je suis youtubeur. J'ai l'impression de faire des montages de films. C'est ça, président-directeur. Président général. Un peu dictateur, non ? Faut pas le dire. Alors première question, comme d'habitude, à quel âge et comment t'es-tu plongé dans le monde merveilleux de l'ASF ? C'est une question un peu compliquée parce que c'est genre... c'est comme si j'avais toujours connu l'ASF. Genre, je me rappelle quand j'étais petit, Star Wars ça passait à la télé, tu vois. Et quand je regardais ça, c'était fasciné. Mais après, je savais pas forcément que c'était de la SF. Ça faisait juste partie du paysage culturel, comme pouvait être un autre film qui n'était pas de la science-fiction. Pour moi, c'était juste là, en fait. Et donc, est-ce que j'aimais la SF le jour où je me suis dit j'aime vraiment la SF, je sais pas vraiment en fait, parce que vu que j'ai toujours regardé des trucs, que ce soit des mangas de science-fiction ou pas, parce que genre Ulysse 31, donc quand j'étais petit, je regardais là, ça c'était trop bien. Une série pas du tout déprimante. Non, pas du tout. Mais non, mais je sais pas, je me rappelle d'Ulysse 31 comme m'étant posé la question est-ce que c'est de la SF ou pas, ou alors Galaxy Express 999 par Leiji Matsumoto, le gars qui a fait Albator. Albator, voilà. Du coup, c'est peut-être les premiers moments où je me suis dit que j'aimais vraiment ça, mais je pense que c'est avec Akira plus tard. Quand j'ai vu Akira et Evangelion, là je me suis dit ok, je pense que c'est ça que je kiffe, c'est vers ça qu'il faut que j'aille. Mais après, par contre, je dirais pas aujourd'hui que je suis un fan hardcore de SF, dans le sens où je ne consomme pas du tout que ça. J'aime bien la science-fiction, mais il y a tellement d'autres choses. Mais voilà, j'ai découvert à cet âge-là et je me suis dit voilà, j'aime bien ce médium-là. Après, c'est pas non plus, je ne consomme pas que ça, quoi. Mais donc plutôt la culture science-fictionnelle japonaise un peu, donc du coup l'animé, c'est plus ça qui t'a intéressé quand t'étais petit. Tu me parles d'Ulysse 31, d'Akira, Evangelion, voilà, tu me parles pas de Ray Bradbury, voilà, c'est quand même en rapport avec le manga ou l'animé. Oui, c'est ça. Bah, quand j'étais petit, je faisais du dessin. Et donc du coup, j'aimais bien dessiner des mangas, c'est tout. Ouais. Et du coup, il y avait une BD qui s'appelait Papyrus, que j'aimais bien dessiner. Et en fait, au début, ça a commencé par du coup la BD franco-belge, où je dessinais Papyrus et Astérix. Mais en fait, je suis passé très vite à dessiner du manga, parce que je sais pas, je préférais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai commencé par ça. La littérature, je me suis mis que plus tard. Le premier livre de SF que j'ai lu, c'était Le cycle des robots d'Asimov. Donc voilà, j'ai jamais lu un classique. J'ai jamais lu Ray Bradbury. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'on va m'engueuler et tout, mais non, bah après on peut dire que c'est la science-fiction un peu à papa. Ouais. Donc c'est vrai qu'après il y en a qui aiment pas trop la science-fiction des années 50, 60. Quand on parle un peu d'âge d'or, c'est vrai que je pense que c'est pas nécessaire. Il y a tellement d'œuvres que je peux comprendre que certains n'aiment pas le style classique de la science-fiction. Moi, ce que j'aime bien dans le style classique de la SF, justement, ce qui a fait que j'avais bien aimé le cycle des robots, c'est la simplicité. C'est écrit de façon très simple et très imagée, tu peux très facilement t'imaginer. Alors que la science-fiction plus tard a pris des formes beaucoup plus poétiques, avec des écrivains peut-être un peu plus difficiles à comprendre, mais qui personnellement je trouve ça mieux. Mais du coup je trouve que c'est bien pour commencer la science-fiction de commencer par l'âge d'or, parce que c'est ultra accessible et c'est fascinant de voir avec qu'est-ce qu'ils peuvent inventer de fou. J'ai l'impression que la science-fiction aujourd'hui invente moins de choses que eux ils inventaient, alors qu'ils avaient moins ils étaient moins dans le futur comme nous on l'est. Oui, c'est vrai. On a tellement d'outils aujourd'hui, on pourrait inventer tellement de choses. Alors il y a des auteurs incroyables, mais un peu la technologie nous a peut-être un petit peu dépassé, alors qu'avant c'était un peu en constante évolution. Dans les années 50-60, ça arrivait petit à petit. Il y avait tout à inventer. Mais c'est là qu'on est un peu dépassé. Je pense par exemple à la vidéo qui est sortie très récemment de la femme qui voit sa fille qui est morte en réalité virtuelle. Oui. On est un peu dépassé par la science-fiction aujourd'hui. C'est peut-être ça qui fait la force de l'âge d'or, c'est qu'ils avaient on pouvait imaginer pas mal de choses par rapport à maintenant, où des fois on se dit je pourrais faire un livre sur ce genre de truc, réalité virtuelle, avec quelqu'un qui est décédé, mais en fait c'est déjà inventé.
C'est peut-être ouais, c'est peut-être pour ça que l'âge d'or, je trouve que c'est pas mal parce que tu te dis c'est fascinant. Mais oui, aujourd'hui, on a beaucoup plus de difficultés à inventer ça, c'est sûr. C'est ça. J'aime bien ce côté, ça nous dépasse un peu. Et du coup, quelle œuvre de SF t'a vraiment marqué quand t'étais petit? Est-ce que c'est Akira, Evangelion? Tu me parlais de ça, mais voilà, quelle œuvre tu t'es dit, waouh, c'est incroyable, c'est fou. Pour moi, c'est Akira. Pour moi, c'est Akira parce que j'ai découvert ça assez jeune et du coup, ça m'a marqué parce que vu que c'est un manga pour adultes, il y avait des thèmes que moi je pouvais pas comprendre et qui pour le coup étaient beaucoup trop complexes pour moi, mais du coup je me suis senti écrasé, mais de la bonne façon. J'ai trouvé ça fascinant en fait. Donc je pense que pour moi c'est Akira le premier qui m'a vraiment marqué. Parce que avant, oui, peut-être que je regardais des animés de SF, mais je m'en rendais pas compte. Et j'aimais bien ça, hein. Il y a des œuvres que j'aimais bien quand j'étais petit. Mais Akira, je pense que c'est vraiment le premier truc de SF où ça m'a mis une claque. Et ouais, j'étais assez jeune et de voir un truc pour adultes comme ça m'a fait grandir d'un coup. C'est comme si Akira, ça m'a pas pris tant de temps que ça à lire, peut-être quelques jours. Et j'ai changé énormément en ces quelques jours, tu vois. Ce qui m'a marqué dans Akira, c'était déjà le dessin, parce que vu que j'étais petit, voilà, c'était difficile de prendre du recul sur les thématiques qui étaient abordées par rapport à la modification génétique, par rapport aux drogues et tout ça. Moi, je savais même pas ce que c'était que de la drogue, par exemple. Et donc, c'était difficile de prendre du recul sur ces thématiques-là. Du coup, pour moi, ce qui est le plus accessible, c'était le dessin. Et j'ai trouvé que c'était la première fois où je regardais un manga qui, pour une fois, semblait réel. Parce que normalement, tu sais, ils ont tous des grands yeux, c'est un peu embelli. Là, c'était pas embelli, c'était brut, c'était dur. Et du coup, quand il y a des personnages qui meurent, ça touche. Et c'est des personnages que je trouve tellement... tu t'attaches facilement à eux, en fait. Et c'est ça qui est bien dans ce manga, c'est que tu as l'impression que c'est des gens qui existent. Et du coup, comme tu t'attaches à eux, à chaque fois qu'il leur arrive quelque chose, ça te touche. Mais comme on est dans un univers cyberpunk, personne s'en ressort comme si tout était bien, tu vois. Et... ouais, et c'est aussi une vision du monde qui est très particulière. Ce que j'aime aussi dans Akira, c'est que c'est une œuvre qui sait commencer, qui sait se terminer. Ce qui est rare pour un manga. Normalement, ça se termine jamais. Il y a trop de tomes et tout. 800 000 tomes. Je trouve que Akira commence parfaitement et se termine exactement là où il faut, comme une histoire de base. Du coup, on a l'impression de voir un truc très complet et d'un auteur qui a su dire, qui a su finir son histoire là où il avait besoin de finir. Pour moi, je considère que Akira, c'est un manga qui est presque parfait, pour moi en tout cas. Et oui, c'est pour ça que j'ai bien aimé, je pense. Ouais, en plus, ce que tu dis, c'était un peu ta première œuvre d'art, enfin œuvre adulte en fait, Ouais. par rapport à ce que tu lisais avant. C'est ça. Oui, c'est ça. Et en fait, à la base, je sais plus si j'ai raconté ça sur ma chaîne ou pas, mais à la base, en fait, il y avait l'histoire des arts. On devait étudier une œuvre, enfin 2 œuvres et les mettre en rapport les uns aux autres, ou alors une thématique et une œuvre. Et moi je voulais travailler sur Hiroshima, j'y connaissais rien du tout. Et, tu parles de quel moment, quand t'étais petit là? Ouais, quand j'étais petit. Vers quel âge, enfin, j'étais en 3ème au collège. 3ème, d'accord. Voilà. En fait, un devoir que t'avais à faire. Voilà, c'est ça. D'accord. Et c'était du coup ce qu'on appelle l'histoire des arts, je sais pas si ça se fait toujours. Et du coup de mettre une thématique en parallèle avec une œuvre ou 2 œuvres en parallèle. Et moi je voulais travailler sur Hiroshima parce que vu que j'aimais beaucoup les mangas et que Hiroshima c'était un peu une thématique du Japon en général, je me suis dit pourquoi pas, mais je connaissais rien qui parlait d'Hiroshima. Du coup, j'ai été chercher sur internet qu'est-ce qui parlait d'Hiroshima. J'ai eu plein de listes, j'ai eu plein de trucs trop bien, genre Gen d'Hiroshima, ce genre de manga qui est formidable. Mais tout en bas de la liste, j'ai vu Akira et il y avait des motos et tout. Et je me disais, ah, ça a l'air nul et tout. Moi, ça m'intéresse pas du tout les motos. Du coup, j'étais vraiment prof d'histoire et je lui ai dit, bah voilà, il y a ces mangas qui m'intéressent. Et à la fin, je lui ai dit, par contre, il y en a un, ça a l'air vraiment de la merde. Il y a des motos et tout. Et mon prof, il m'a dit, je peux pas te laisser dire ça. Il t'a stoppé direct. Il m'a dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire ton exposé dessus, tu vas faire ton truc sur Akira et je te les prête tous, les originaux. Donc Nova Corp, c'est grâce à ton prof d'histoire de 3ème. C'est ça. C'est ouf. Oui. Et du coup, non, c'est comme ça que j'ai découvert. Et voilà, mon prof qui m'a dit non, tu peux pas, tu vas le lire. Et je l'ai lu. Et j'étais genre, ok, je comprends. Et je suis content parce que c'est mieux que Gen d'Hiroshima, même si c'est trop bien Gen d'Hiroshima, mais j'ai préféré. Très dur. Je pense que j'aurais
Enfin, je pense que c'était bien que je découvre à ce moment-là Akira plus que Genda Hiroshima à ce moment-là. Parce que Genda Hiroshima, je l'ai découvert plus tard, avec plus de recul, et j'ai préféré découvrir cette œuvre à ce moment-là. Et ma question après qui est naturelle, c'est du coup, comment t'es rentré dans le cyberpunk, j'imagine par Akira. Par Akira, évidemment. Si ça m'a plu... Enfin, si ça m'a plu, j'ai forcément voulu creuser plus loin, et le cyberpunk, j'ai trouvé un peu confort. Ah mais, putain, je suis bête, on parlait de première œuvre, parce que j'ai joué à Final Fantasy VII avant Akira. Oui. Voilà. Mais tu t'es pas dit, les motos, c'est comme dans Final Fantasy VII non, pas du tout. Tu m'as dit ça, tu t'es dit, bon... Ouais, les motos dans Final Fantasy VII, t'as une scène en moto, quoi. Oui. Donc du coup... C'était un gros hommage à Akira, de toute façon, ça... Ouais. Et mais je me suis dit, je sais pas, non, ça m'a pas choqué, tu vois. D'accord. Et ouais, j'ai joué à FF7 avant, mais Akira m'a plus marqué à l'époque que FF7, donc qui est du coup du cyberpunk. Donc du coup, pour moi, ça faisait déjà un terreau à développer qui était là. J'avais Final Fantasy VII que j'avais beaucoup aimé, Akira qui était là, je restais plus qu'à développer. Mais après, je m'y suis pas intéressé tout de suite. Genre, je savais que j'aimais ça, mais c'est que bien plus tard que je me suis dit, ah, c'est vraiment bien en fait. Ouais. Voilà. Mais toi, t'avais une image quand même du cyberpunk tout de suite qui était Akira et Final Fantasy VII, la mégacité, de la violence, des enjeux écologiques, des enjeux politiques aussi. Voilà, t'avais déjà, avec ces deux œuvres, t'avais déjà un peu une version complète, pas complète, mais t'avais quand même une version déjà du cyberpunk. C'est ça. Par contre, je savais pas que c'était du cyberpunk. Oui. C'est comme tout à l'heure, je disais, je regardais des trucs de SF, genre Galaxy Express, sans savoir que c'était de la science-fiction, parce que pour moi, voilà, ça faisait partie du paysage. Pour moi, finalement, Final Fantasy VII Akira, c'était pareil. Je me disais, bon, là, cette fois, je me disais, oui, c'est de la SF, mais je me disais pas, c'est du cyberpunk. Tu vois, je connais pas du tout le sous-genre, ça m'intéressait pas d'être historien de l'art à l'époque. Donc non, je savais pas ça. Donc c'est pour ça que j'ai pas creusé le cyberpunk tout de suite. Je me suis dit juste c'est ça qui me plaît. Et donc les thématiques dont tu viens de parler, du coup ça a résonné tout de suite pour moi. Donc c'est pour ça que quand j'ai vu d'autres œuvres de cyberpunk après, même sans savoir que c'était du cyberpunk, dès qu'il y avait les thématiques qui s'y rapprochaient, je me dis ah, voilà ma zone de confort à moi, tu vois. Et c'est quand que tu t'es dit tiens, en fait j'aime le cyberpunk. Alors là du coup c'était au lycée. J'ai une prof d'anglais incroyable qui d'habitude on étudie que des œuvres pas ouf en cours d'anglais ou en cours de français, et là elle nous a fait étudier Isaac Asimov, et elle nous a fait étudier Blade Runner. Et donc là quand elle a commencé à nous faire étudier Blade Runner, j'étais genre ok, faut que j'aille voir ça. Du coup j'ai été genre juste après le cours, j'ai été voir le film chez moi, et je sais pas, je l'ai vu, j'ai dû le voir 4 à 5 fois dans la semaine. C'était ouf, j'étais genre c'est incroyable. Et quelle version, t'en souviens de quelle version t'avais vu? Final Cut. Final Cut. Voilà. Donc tranquille. Tranquille ça. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé, et ça m'a mis une claque. Et juste après, mais vraiment, je sais pas, une semaine après, c'est là où j'ai lu Gun, c'est là où j'ai vu le film Ghost in the Shell, j'ai commencé à lire du Philip K. Dick. T'as ouvert la porte des enfers. Voilà, c'est ça. Dès que j'ai vu Blade Runner, pour moi, c'était ouvert. La porte était fallait que je fonce dedans, quoi. Mais en fait, c'est quoi le cyberpunk? Je sais pas. Tu pourrais pas le définir? Mais si, je peux le définir. Le cyberpunk, c'est un genre qui est né dans les années 80 avec Bruce Sterling et William Gibson. C'est du coup un genre qui est à la base né inspiré du coup de la vision de Philip K. Dick, mais des visuels de Vidéodrome Syndrome de David Cronenberg et du coup de Blade Runner de Ridley Scott. Quand William Gibson il a vu ces visuels-là, il s'est dit il faut faire quelque chose dessus. Du coup, il a pris tous ces trucs et il a créé du coup Neuromancien, qui est le premier livre du genre, qui est le point de départ. Raconte, on peut résumer, c'est un hacker qui est poursuivi, et voilà, il a une mission. Est-ce que tu peux résumer Neuromancer en quelques mots? C'était un ancien hacker qui a essayé de doubler son patron, et du coup son patron ça l'a pas plu. Donc du coup il a injecté des toxines dans son corps qui sont un poison lent qui vont le tuer, et donc il y a un moment sans spoiler tout le livre. Voilà, il peut plus se connecter sur le cyberespace. À cause de ce poison-là, et donc lui qui était un hacker qui vivait sa vie grâce à ça, il a tout perdu. Donc il erre dans la ville, et c'est plus qu'un punk qui traîne et qui se drogue. Et il y a un moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Armitage qui a besoin
qui a besoin de quelqu'un pour l'aider. Et donc du coup il se dit tiens, je vais demander à Case, du coup le héros, s'il peut. Et il lui dit ce que je vais faire c'est que si tu fais ce que je te demande, je vais t'enlever les toxines. Mais qu'est-ce qu'il va lui demander? C'est ça tout l'intérêt du livre. Et d'ailleurs comment dire, ce type de scénario du hacker poursuivi qui a une mission, ça va être un peu repris, ça va être un peu le gimmick un peu du cyberpunk. Oui, toujours le solitaire qui est mis de côté, qui se voit toujours enfermé dans quelque chose qu'il n'a pas forcément envie de faire. Tout le temps, voilà. Il est à la botte d'un patron qui lui demande des choses pas forcément éthiques, mais lui il le fait parce que sinon ça va être au détriment de son corps, de son humanité, de son esprit. Et donc voilà. Et c'est une vision assez pessimiste de la société et aussi de la technologie. Oui, c'est ça. Ce qu'a fait Gibson, c'est qu'il a recentré la science-fiction là où elle avait besoin d'être à l'époque. Parce que le problème, en fait, c'est que l'âge d'or, on en parlait tout à l'heure, c'est bien, c'est cool, ça invente, c'est créatif. Mais lui détestait d'ailleurs l'âge d'or. Oui, il lisait pas de science-fiction. Enfin, il n'aimait pas la science-fiction il n'aimait pas Asimov, il n'aimait pas Bradbury. Ouais, il aimait bien Kadik, pardon. Ouais. Mais le truc, c'est que la science-fiction de l'époque se voilait la face. Enfin, se voilait la face. À un moment, ne répondait plus avec ce qui était vraiment la réalité. À un moment, l'âge d'or était là pour se dire il y a un futur qui va être là. Et donc, ils essayaient d'imaginer ce futur. Mais dans les années 80, ce futur, il menaçait de jamais arriver. Et donc, à ce moment-là, c'est là où Gibson il s'est dit mais moi, je vois pas ce futur. Il arrivera jamais, c'est faux. C'est le futur que moi je connais. C'est la guerre froide, c'est un monde extrêmement capitaliste, très matérialiste. C'est la déshumanisation, c'est l'aliénation, c'est le consumérisme. Et c'est ça notre futur. C'est pas l'âge d'or. Donc c'est pour ça qu'il il a recentré la science-fiction. C'est pour ça que ça a aussi beaucoup marché. Et il a donné un nouveau souffle à partir de là. Et on est loin du space opéra à la Star Wars, ou enfin une vision très optimiste avec un héros. Voilà, là c'est très réaliste. Après, Star Wars a été un énorme départ pour le cyberpunk. Parce que c'est bête, mais la façon dont ils utilisent les technologies, enfin tu sais... le usage future. Luke Skywalker par exemple, il met son casque pour s'entraîner. C'est comme un casque de réalité virtuelle en fait. Ouais, c'est vrai, et en plus il y a un esthétique très japonisant, comme le cyberpunk ou ce qui se passe à Tokyo. Donc c'était un point de départ avec toutes ces petites technologies du quotidien qu'on utilise. Et ouais, enfin c'est con, mais genre j'ai fait une vidéo où j'ai enregistré un bout de la conférence de Yukito Kishiro, l'auteur de Gun. Et justement, il disait que Star Wars, pour lui, ça avait été vraiment son point de départ de la science-fiction. Et Gunn, qui est un grand nom du cyberpunk. Donc voilà. Et je pense que, du coup, nos romanciens aussi. Il y a Extra Credit qui a fait une vidéo très intéressante dessus. Et si vous voulez voir la mienne, c'est la représentation du corps dans le cyberpunk, où j'en parle. Donc oui, c'est pas du tout ça... Gibson a beaucoup changé ce côté. Il y a un côté très réaliste. Moi, ce que j'aime bien aussi dans Gibson, c'est que c'était... il s'inspire beaucoup de William Burroughs et J.R. Ballard en termes d'écriture. William Burroughs qui est la Beat Generation et qui a une écriture très dure, qui s'est axée autour de la drogue, de qu'est-ce que c'est que l'humanité, mais c'est une écriture tellement brute, et J.G. Ballard, c'est tellement dur aussi, tu vois, mais lui il a mis ça dans un contexte de science-fiction et du coup ça marche très bien. Comment ça se fait que le cyberpunk très vite va se lier à la culture nippone? Juste après le Japon d'après-guerre, le Japon a commencé à investir énormément dans l'avancée des technologies. Et donc, le Japon a très vite été le numéro 1 en termes de technologie. Si tu penses aux jeux vidéo, le jeu vidéo vient... Enfin, pas vient du Japon, mais... c'est beaucoup démocratisé à la base au Japon. Et toutes les consoles qu'on connaît, déjà, viennent de base de là-bas. Et... donc quand on parle de réalité virtuelle dans un monde dans lequel tu te plonges, forcément on fait le lien avec l'ordinateur. L'ordinateur qui du coup était beaucoup exploité dans la culture japonaise avec la NES, les jeux d'arcade. Et Gibson, quand il a créé le cyberespace, il le dit lui-même que c'est qu'il a créé en voyant... Enfin ça l'a inspiré de voir la posture des gens sur les bornes d'arcade. C'est juste que le Japon est devenu un symbole de cette technologie-là. Il y a aussi le fait que Tokyo était une ville qui commençait à devenir comme New York, hein, une ville énorme avec énormément de surpopulation et que du coup beaucoup de gens prennent comme exemple vivant d'un monde cyberpunk.
Et c'est assez drôle parce que je parlais des hôtels capsules, parce que justement dans Neuromancer que j'ai commencé, il en parle donc comme si c'était quelque chose du futur, peut-être parce que pour un Américain, dormir dans une capsule, c'est quelque chose d'assez étrange. Ouais. Ça va contre la culture, j'imagine, américaine du lit familial, de la chambre et tout. Et là, c'est de l'espace personnel. Voilà. Là, t'as 1 mètre dans Neuromancer, dans la traduction en tout cas, ils appellent ça un cercueil. Oui, c'est ça, ce que j'allais dire, c'est presque comme un cercueil. Voilà, ils appellent ça un cercueil, tu rentres dedans, tu te couches, t'es mort, quasiment. Ah ouais. En fait, c'est comme si t'entreposais les corps. Vu que dans le cyberpunk, le corps est objet de marchandise, c'est comme si t'entreposais un corps. Et justement, dans Neuromancer, il y a une scène qui se passe où Molly explique un peu son passé. Elle explique en fait que elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait dans un cercueil, elle prenait une drogue qui lui faisait perdre sa conscience pendant peut-être 2-3 heures, et en fait elle mettait son corps à disposition pour des gens pour qu'ils puissent profiter d'elle en fait, et surtout à des politiciens et des choses comme ça. Et elle, quand elle se réveillait, elle avait conscience de rien, sauf un moment, et donc c'est là où elle s'est dit je vais arrêter de faire ça parce que ça me fait chier. Mais ça, c'était dans son passé, et du coup ça montre bien le fait que tu mets ton corps là, tu l'oublies, et les gens font ce qu'ils veulent avec toi en fait. Est-ce que ça viendrait pas aussi de Blade Runner, parce que dans Blade Runner t'as aussi la culture japonaise qui est un peu omniprésente dans les rues de la mégacité dans Blade Runner. Oui, bien sûr. Non, mais l'esthétique du cyberpunk vient de base de Blade Runner. Neuromancien de Gibson, ou alors les œuvres de Sterling, s'inspirent de Blade Runner. Ils parlent du Japon, mais ça vient de base de ce qu'ils avaient vu dessus. Et du coup de Vidéodrome de Cronenberg. Ça faut pas l'oublier, personne le cite, mais c'est vraiment une œuvre qui a marqué. Hein. Parce que tu as vu ? Non, j'ai pas vu, non. Il y a une scène où t'as un personnage qui se met un espèce de casque énorme, et en fait tous les objets autour de lui, la télé devient un corps, tout devient bizarre, et ton corps devient la télévision, tu vois, c'est très étrange. Et oui, du coup, en tout cas, je sais que Vidéodrome est souvent cité comme étant un point de départ également. Puisque Blade Runner, Vidéodrome, c'est presque la même période. Donc, Quelle question le cyberpunk nous pose dans notre rapport avec l'informatique et le cyberespace ? Comment on peut se... il pose plusieurs questions, et chaque auteur a ses réponses différentes. Ça dépend des œuvres. Par exemple, tu as une œuvre, on en parlait hier, le Ghost in the Shell par exemple. Ghost in the Shell, Standalone Complex, la série, elle va parler par exemple de comment est-ce que peut se créer, comment on peut s'imaginer quelqu'un de réel alors que ça part de quelque chose d'irréel. Pas d'un point de vue du fait que, vu que ça vient dans la machine, c'est pas réel et machin. Non, du fait que quelqu'un qu'on croit exister, on en est persuadé de nous-mêmes parce qu'on l'a vu sur internet, mais qu'en réalité il n'y a pas de point de départ. C'est compliqué à expliquer, faut voir Ghost in the Shell, parce que c'est expliquer le rieur, du coup c'est comme ça que ce phénomène s'appelle. Du coup ça s'appelle le phénomène du standalone complexe, ça vient de là. Et enfin bref, tu vois, il y a cette question qui est posée dans celui-là, dans Lane, c'est comment est-ce que quand on est sur internet, on fait partie d'un espèce de cerveau global. C'est-à-dire comme si on était tous un neurone qui fonctionnait de concert pour faire un cerveau qu'on ne peut pas comprendre. C'est comme si on participait de façon organique à créer une entité qui bougerait. Donc il y a cette question-là, mais il y a la question aussi de se faire voler son identité. Mais en fait, ma question c'est, est-ce que le cyberpunk a-t-il inventé Internet ? La représentation d'Internet qu'on peut se faire aujourd'hui. Certainement, ça a façonné l'image qu'on s'en fait, et l'image que les gens qui l'ont inventé s'en sont fait. Par exemple, Neil Stephenson avec Snow Crash, il y a un moment où il décrit, il fait une description d'un site où on est dans l'espace, et la vision rétrécit de plus en plus sur la Terre tourne, et d'un coup on va arriver sur une ville, puis une maison, puis machin. Et c'est Google Earth. Et c'est Google Earth. Et Google Earth a cité spécifiquement Neil Stephenson comme étant l'instigateur de cette vision-là en fait. Donc tu vois, finalement, oui, le cyberpunk a changé un peu la vision de comment on s'imagine. Quand on se dit que Neil Stephenson a créé Google Earth, enfin l'image qu'on s'en fait, pour les technologies c'est pareil, pour Internet c'est pareil. On y arrive avec les casques de réalité virtuelle finalement faites au cyberpunk. Oui, c'est ça.
Enfin, les mondes comme... Peut-être pas exactement. Pas exactement pareil, ouais. moins, bien sûr une vision moins pessimiste. Oui. On en parlera après de l'évolution du cyberpunk, mais on y arrive petit à petit en fait. C'est ça. La vision des virus par exemple, de comment du hacking comme étant cool ou un peu, je sais pas comment dire, mais ça vient, c'est une vision qui est très cyberpunk, du héros qui est le hacker, qui vit dans un autre monde. Qui combat l'État en fait. Je pense que les activistes hackers se revendiquent, j'imagine, un tout petit peu du cyberpunk. Oui. Genre par exemple on peut penser à Anonymous. Oui, c'est ce que je pensais direct. Voilà, c'est ça. Je pense qu'Anonymous ils ont une esthétique, enfin ça se voit, et je pense qu'ils ont dévoré les œuvres de cyberpunk, j'imagine. Moi ce qui me fait rire du coup avec Gibson, c'est qu'il y a un moment où il dit dans une interview que à la base, quand il a commencé à écrire Neuromancien, il commençait à peine à connaître les technologies et ce que c'était, et il connaissait pas grand chose. Il était déjà très en avance parce qu'il se renseignait énormément, et un jour il a fait une convention et il y a quelqu'un qui allait arriver et qui lui a dit est-ce que tu connais ce que c'est qu'un virus? Et ce terme n'existait pas à l'époque et commençait à peine à se développer, et il était en convention je crois, et il a dit, en fait, quand il m'a expliqué ce que c'était qu'un virus, je me suis dit, il fallait que je parte tout de suite de cette convention parce que j'avais des trucs à écrire. Et donc il s'est dit, moi je veux pas que les autres ils volent ce que c'est. Et du coup, il est rentré chez lui pour écrire des trucs sur les virus et tout. Donc tu vois, c'est peut-être le premier qui a construit un imaginaire autour de ça. Donc du coup dans Contact, je vais proposer à chaque émission en fait une question de l'ancien invité, donc qui était Loki Jackal, avec qui on a parlé d'Alien. Donc sa question pour Gabriel ici présent, c'est quelles sont les idées reçues que les gens ont sur le cyberpunk? Mais les idées reçues négatives. Idées reçues négatives ou positives? Bah, les idées reçues négatives, c'est que le cyberpunk, c'est que de la violence tout le temps. Tout le temps. Genre, tu vois Robocop de loin, tu te dis, ah, ça tire partout, c'est un gars qui dit je vous arrête, et qui est un peu grossier et violent. Alors que, en vrai, il y a un sous-texte qui est toujours très beau dans le cyberpunk, et c'est montrer comment l'humanité arrive à survivre malgré cette avancée technologique si croissante. Comment est-ce qu'un humain peut toujours arriver à s'identifier. Et donc Robocop, c'est pour ça, c'est très beau finalement comme histoire, du gars qui se rappelle un peu sa femme et qui essaye de se rappeler un peu de sa vie d'avant, ou même Neuromancien, ou qui est dans une vie tellement dure, tu vois, et alors qu'il essaye de s'en sortir lui-même avec ses ex, avec les gens qui l'attirent, et à un moment il est envoyé dans une plage, informatique, et il est là, et il est avec sa femme défunte, avec son ancienne femme qui est morte, et il est capturé par le moment, et il veut rester dans ce moment, et il est un peu emprisonné dans la machine, mais c'est très beau, c'est même un de mes passages préférés de Neuromancien, c'est comment il s'attache finalement à ce truc. On en parlait, tu sais, il y a quelques minutes, quand on disait la mère qui a vu sa fille dans la réalité virtuelle à Gibson, et enfin, Case, il l'avait déjà vécu à l'époque, tu vois. Et il y a quelque chose de très beau dans le cyberpunk, enfin, c'est con, mais Blade Runner, la scène finale. Oui, bien sûr. Tu vois, c'est donc ça serait par exemple un stéréotype que. C'est ce que je disais tout à l'heure, que le cyberpunk est très pessimiste, mais en fait, il y a quand même un petit peu d'optimisme dedans. C'est la poésie, un peu quand même. C'est pas tout noir, quoi. C'est pas que noir le cyberpunk. C'est pas que noir, surtout qu'en plus c'est que noir quand on regarde. On pourrait croire que c'est que noir quand on regarde les premiers trucs de cyberpunk. Mais quand on regarde ce qui s'est fait après, donc le post-cyberpunk, donc Snow Crash avec Nick Stephenson, je parlais tout à l'heure, là qui n'est pas du tout noir, on n'est pas du tout. Le cyberpunk n'est pas obligé d'avoir que des anti-héros. Là, tu vois, c'est par exemple, Nick Stephenson, c'est ultra parodique, c'est fun, c'est marrant à lire, et c'est très intelligent en plus. Et ouais, c'est. Comment dire ?
n'y a pas toujours cette vision très pessimiste, le post-cyberpunk. Par exemple, moi, On va en parler après le post-cyberpunk. Ah oui, mais vas-y. Par exemple, t'as Macross Plus. Macross Plus qui est un très bon film, j'adore, et des OAV aussi, qui ont une esthétique très belle et il fait beau, tu vois. Et le cyberpunk, par exemple, n'est pas forcément juste ultra sombre et dépressif. Pareil, Final Fantasy VII, au début t'as Midgar, mais après tu sors dans le monde extérieur et c'est joli, et voilà. Et d'ailleurs, pour finir avec le cyberpunk, après on passera au post-cyberpunk, est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent que le cyberpunk est mort un petit peu avec Matrix, en le popularisant? Le truc, c'est que le cyberpunk, il a un discours, justement, anticapitaliste, qui veut complètement s'opposer avec la matière et avec la survente des choses. Donc Matrix, qui a contribué énormément au genre du blockbuster, forcément, il y a une petite contradiction, tu vois. Mais c'est pas lui qui l'a tué, et en réalité... Enfin, moi je considère qu'il est pas mort, je vais en parler après, mais quand les gens l'ont considéré mort, ils l'ont considéré le genre qui était mort bien avant Matrix. Bien avant Matrix en fait, parce que Akira a été une révolution de l'animation, Ghost in the Shell a été une autre révolution de l'animation au Japon. Et juste après ça, il n'y a pas eu énormément de choses de cyberpunk qui sont sorties pendant cette période. C'est tout bête, mais c'est parce Robocop, par exemple, c'est sorti dans les années 80. Je crois pas qu'il y a pas eu de Robocop dans les années 90, je crois pas. Hein. Je suis pas un grand connaisseur de la série Robocop, j'ai juste vu le film. En quelle année il est sorti, je sais pas. Non, je crois que c'est les années 80, Robocop. Ouais. Mais du coup, ça fait que... En fait, le genre, il est mort en fait exactement pour la même raison que Gibson s'opposait à l'âge d'or. Gibson se disait je veux ramener la réalité dans la science-fiction, et il a fait le cyberpunk. Mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le post-apo, qui s'est dit non, moi je vais ramener la réalité dans la science-fiction encore, qui est que le cyberpunk n'existera jamais. Il y a des problèmes environnementaux, jamais un futur comme Gibson l'imagine, jamais Blade Runner n'arrivera. Comment c'est possible de construire des villes comme ça alors qu'on n'a même pas il n'y a plus de ressources, c'est plus possible. Et avec toutes ces questions de bombes nucléaires et tout ça, imaginons il y a une guerre nucléaire et tout tombe. Enfin, c'est bien marrant dans Akira que du coup il y a la 3ème guerre mondiale. Mais qui reconstruisent tout tranquillement quoi. Voilà, c'est ça. C'est bien marrant, mais finalement, et imaginons s'il y a une bombe qui pète et que tout le monde le fasse, enfin tu vois. Oui. Et le post-apo en fait a tout de suite dit non, c'est ça qui va vraiment arriver. Et donc là, le post-apo qui a commencé à naître vraiment beaucoup dans les années 90. Oui, il y avait quand même eu Mad Max avant. Oui. Il y avait quand même eu Mad Max, Ken le Survivant aussi, qui était inspiré de Mad Max. Et donc on va parler du post-cyberpunk, donc qui apparaît à quel moment en fait le post-cyberpunk? Du coup dans les années 90. Au début des années 90 avec, en 91 si je dis pas de bêtises, avec Snow Crash. C'était quoi la volonté de Neil Stephenson? Neil Stephenson? C'était quoi sa volonté derrière? Sa volonté, est-ce qu'il avait une volonté vraiment de créer le post-cyberpunk? Peut-être pas créer, mais voilà, de proposer autre chose sans forcément créer un genre. C'est compliqué de se dire tiens, je vais créer un genre. Oui, le mec se la raconte, genre je crée un genre, c'est parti. Oui, c'est pour ça que je me suis dit je sais pas comment répondre. Oui, mais comme Gibson et Sterling qui créent le steampunk sans le vouloir en fait. Oui, ça se fait comme ça. Mais je pense que Stephenson il voulait montrer il voulait dédramatiser le genre, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, Stephenson, c'est un auteur qui croit en l'utopie. Qui pense pas forcément que la dystopie, c'est un truc qu'il faut tout le temps... Enfin, c'est pas quelque chose qu'il faut tout le temps travailler. Et donc, il aime bien travailler ce sujet de l'utopie. Donc, c'est pour ça qu'il aborde souvent des thèmes un peu plus légères ou différentes. Et je pense que le cyberpunk lui plaisait. Mais il s'est dit, le cyberpunk n'a pas besoin d'être aussi dépressif qu'il l'est. Parce que, voilà, pour lui, je pense qu'il s'est dit qu'un futur comme ça, aussi dépressif, n'arrivera pas. Et je pense qu'il a voulu créer quelque chose de plus réel, plus léger, où, voilà, la technologie est plus banale et moins diabolisée. Et elle fait du mal, mais sans être le méchant, tu vois. Et tu peux nous parler un peu d'œuvres de post-cyberpunk qui sont sorties après, voilà,
Quelles œuvres se revendiquent du post-cyberpunk qui sont voilà, connues ou pas connues d'ailleurs? Bah, Macross Plus, du coup, qu'on en parlait. Je sais pas s'ils s'en revendiquent, je sais qu'il y a des gens qui disent que c'est pas du cyberpunk, mais tu sais, c'est toujours compliqué de classifier les choses. Mais oui, il y a Macross Plus, il y a Ghost in the Shell Standalone Complex aussi, qui est très différent de l'ambiance du film. L'ambiance du film qui est très contemplative, un peu lourde, enfin lourde pas dans le mauvais sens, mais qui peut être dure. Et là, Ghost in the Shell Standalone Complex est très différent. Très différent dans son approche. Justement, on en parlait que dans le post-cyberpunk, il peut faire beau, les héros ne sont pas forcément des anti-héros. Bah dans Standalone Complex, c'est exactement ça. C'est une bande, une organisation qui vont résoudre, qui ont des missions à répondre, mais des fois c'est des missions. Enfin, des fois, tu as des épisodes où tu regardes juste des gens parler et juste s'amuser. Il y a l'épisode, c'est juste très drôle. Il y en a d'autres qui font réfléchir. Donc, Ghost in the Shell Standalone Complex, définitivement. Est-ce que par exemple Ready Player One qui est sorti oui, pour le coup, ça c'est du possible. Parce que c'est très optimiste au final. Comme, oui, après. Même s'il y a le côté corporation, mainmise sur l'internet, dans le film et tout, mais. Oui, forcément, Ready Player One, c'est du post-cyberpunk. Après, en fait, c'est justement, tu sais, tout à l'heure, tu parlais de Matrix comme ayant tué le genre. Alors, je pense pas que ce soit lui qui. C'est juste, je pense que. C'est un sursaut peut-être, un dernier sursaut. Peut-être, oui. Et il va un peu contre ce qui faisait les messages, ce qui étaient les messages de cyberpunk, c'est-à-dire, voilà, nous, on est quelque chose d'anticapitaliste et les gars, ils font un blockbuster, tu vois. Mais Ready Player One, c'est exactement la même chose. Dans le sens où on pourrait critiquer beaucoup à Ready Player One de finalement n'être qu'un produit, qu'une valeur marchande qu'on a envie de consommer rapidement, qui ne fait pas réfléchir. Il n'y a que, enfin c'est pas du marketing, mais il n'y a que, regardez, il y a ce personnage là, et là, qui a été beaucoup reproché au film d'ailleurs, d'être une... d'être genre, il y a tous les Disney, il y a tous les, je sais plus ce qu'il y avait, il y avait la moto d'Akira, il y avait la voiture de Retour vers le futur, il y avait plein de petits easter eggs comme ça. C'est à cause de ça, en fait, on a tendance à accuser trop vite le post-cyberpunk comme étant un genre aseptisé et qui va pas aussi loin que le cyberpunk et qui se concentre sur des thématiques qu'on n'a pas forcément besoin de se concentrer et qui est plus grand public. Je suis pas forcément d'accord parce que pour le coup, Matrix, je suis pas sûr, je crois qu'il y en a qui disent que c'est du post-cyberpunk. Alors pourtant, c'est dur quand même comme univers, ça te fait beaucoup réfléchir, même si c'est un blockbuster, tu vois, avec toutes les connotations négatives que le mot supporte. À l'époque, c'était quand même assez novateur et ça pose des questions extrêmement différentes qu'une œuvre du même genre, Ready Player One. Mais il faut considérer le post-cyberpunk comme... je discutais l'autre jour avec Antoine Santé-Bondil, le blogueur derrière le Cosmo Orbus, et il me disait que le post-cyberpunk, pour lui, se limitait à la période où ceux qui ont créé le genre cyberpunk, donc Gibson, Sterling, tout ça, ont dit que le genre était mort. C'est eux-mêmes qui l'ont dit en fait. Oui. Gibson a dit... Enfin, lui, ça l'intéresse plus le cyberpunk en fait. Gibson, c'est que Gibson, en fait, il a pas arrêté de dire qu'il aime bien le romancien, mais que les technologies qui sont portées dedans sont pas forcément comme ça que se passerait la réalité. Et donc, du coup, il a passé son temps à toujours mettre une vision de plus en plus proche de la chose. Plus t'avances dans la... En fait, pour lui, c'est plus... À l'époque, pour lui, c'était réaliste, et maintenant, peut-être pour lui, c'est plus réaliste, donc il a perdu un peu son propos. Non, il n'a pas forcément perdu son propos. Justement, il essaye de l'améliorer à chaque fois. Oui, c'est ça, je veux dire. De se rapprocher toujours d'une vision. Mais il regarde son travail en se disant, bon, c'était peut-être pas si réaliste que ça, en fait. C'est marrant, il y a un moment où il se moque de nos romanciens parce qu'il y a, justement, les technologies, c'était pas beaucoup présent dans la vie des gens à l'époque. Et un modem, et lui, il savait pas ce que c'était, mais juste le mot pour lui semblait fou, tu vois. Et il y a un moment où Case il dit vas-y, prends le modem, on va aller faire machin, alors qu'aujourd'hui c'est juste le modem, c'est ce qui te donne la wifi. Oui, c'est ça. Plus que ça, tu vois. Alors que... genre là, c'était un outil de ouf dans l'histoire et tout, genre le modem. Tu vois. Donc c'est pour ça il se moque de lui-même en se disant putain, il y a un moment. 128K, attention, puissance. C'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu dépassés. Après, il y a des trucs qui sont très très dingues, tu vois. Mais je sais plus où je voulais en dire. Et oui, donc tout ce qu'il voulait dire, c'est que
même quand il a fini la trilogie de la Cornub, donc le romancien contre Zéro et Mona Lisa s'éclate, quand il a fini, il a dit oui, non, c'est pas pareil. Enfin, faut changer, faut passer à. En fait, il voulait pas devenir ce qu'il avait dénoncé avant, quoi. Un peu. Oui. Parce qu'il a dit il aimait pas l'âge d'or de la SF, donc Oui, c'est ça. il voulait peut-être pas devenir une sorte enfin, je dis une connerie d'âge d'argent ou je sais pas quoi. Enfin, il voulait pas devenir voilà ce qu'il a dénoncé avant. Il voulait pas devenir un fantaisiste de la science-fiction. Peut-être. Mais ouais. Et ouais, d'autres œuvres de post-cyberpunk sinon qui ont pu sortir finalement. Lane, Serial Experiment Lane, qui est incroyable, vraiment. Tu l'as vu? Je connais pas du tout. Mais non, Serial Experiment Lane, c'est une œuvre incroyable, mais qui justement essaye de montrer une vision plus actuelle du cyberpunk, avec montrer la technologie plus comme étant utilisée par la famille, par les gens de tous les jours, à l'école, et une vision plus banalisante, tout en faisant en sorte de montrer comment justement cette banalité peut être tranchante et sans t'en rendre compte, tu te déshumanises au fur et à mesure. Et Lane, c'est très très beau. C'est une petite fille qui a accès à Internet à un jeune âge et qui justement arrive à voir des choses un peu horribles. Parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, vu qu'elle a accès à des choses horribles, elle grandit de façon tellement exponentielle qu'elle devient limite Internet elle-même. En fait. D'accord. Donc, Lane, c'est un peu compliqué. Ok. C'est beaucoup inspiré d'Evangélion. D'accord, pour ok. le coup, Ah oui. Ah oui, là. ça peut être compliqué. Mais oui, Cyberpunk que j'aime vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, le cyberpunk, du coup, parce que on sait tous que cette année sortira Cyberpunk 2077. Alors est-ce que si c'est un raz-de-marée, ça va être un raz-de-marée, j'imagine. De toute façon, est-ce que ça va remettre le cyberpunk au goût du jour, ou il est déjà en fait au goût du jour, il n'a pas besoin d'être ressuscité? Bah aujourd'hui, le cyberpunk revient vachement. Même avant Cyberpunk 2077, depuis pas si longtemps que ça, mais regarde Ready Player One par exemple. Oui, bien sûr. Mais je pense à Altered Carbon par exemple, qui en ce moment fait beaucoup parler sur Netflix, et les livres se vendent de mieux en mieux. Le cyberpunk, c'est vrai qu'il faisait pas énormément parler de lui, je sais pas, au début des années 2000. Enfin, après Matrix, quelques années après, voilà, forcément on en a parlé, mais ces derniers temps, même avant Cyberpunk, on en parlait beaucoup déjà. Il y a l'adaptation de Ghost in the Shell, il y a Blade Runner 2049 qui ressort. Voilà, ça fait que l'engouement pour le genre revient beaucoup. On parle d'une adaptation live action etc. Que j'ai pas envie de voir, mais qui est l'adaptation de Alita Battle Angel. James Cameron, ça fait depuis longtemps qu'il avait annoncé qu'il Alors oui, l'adaptation d'Akira, j'avais entendu Leonardo DiCaprio, je crois en nom évoqué. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais j'ai entendu un truc comme ça, j'ai fait ok. J'ai tellement pas envie. Après, par contre, il y a des fans qui ont fait une version sur internet qui a l'air vraiment cool. Ouais. Qui a l'air vraiment bien en plus, en live action. Mais bref, donc il y a eu le remake de Gun, mais c'est peut-être parce que justement les technologies commencent à être un peu ce qu'on avait décrit aux années 80, donc les gens se disent ah mais en fait ça disait ce qu'on voit aujourd'hui avec les smartphones, les réseaux sociaux. Il y a peut-être aussi ça, il y a peut-être aussi le fait où on a dépassé un petit peu ce qu'était le cyberpunk, enfin ce qu'il décrivait, et on se dit ah tiens mais c'est marrant parce qu'ils en parlaient dans les années 80 et qui était peut-être cyberpunk, c'était peut-être un public de niche dans les années 80. Et maintenant les gens connaissent un peu plus avec, comme tu dis, les séries, Ready Player One, Matrix aussi. FF7 Remake qui arrive. Ouais, c'est ça. Oui, aussi, ouais. FF7 Remake, j'avais oublié. Enfin, moi j'allais exactement te dire ça. C'est du fait qu'au début c'était un genre qui était de niche. Le cyberpunk ça s'adressait pas à tout le monde, donc tout le monde ne pouvait pas avoir accès à cette critique sociale du monde. Mais maintenant que la technologie fait vraiment partie de notre quotidien au jour le jour, tout le monde commence à se rendre compte, même les familles qui du coup sont moins axées sur l'art, commencent à vraiment se poser des questions sur la technologie. Donc c'est pour ça que le cyberpunk revient beaucoup au goût du jour. C'est que maintenant ça fait partie de notre environnement et on se dit ah oui, en effet, ok, je comprenais pourquoi il y a 50 ans vous gueulez et maintenant ça devient une réalité. Se poser des questions dans nos ressorts qu'on peut maintenant se poser légitimement. Ou que des sociétés se posaient dans les livres,
le contrôle par l'informatique et tout, qui est complètement aujourd'hui actuel avec tout ce qu'on voit. Quand on voit Cambridge Analytica, je sais pas si tu te souviens, tu sais, qui avait influé sur la campagne du Brexit et aussi la campagne de Trump. Enfin, voilà, on sent que voilà, les choses qu'on disait dans les années 80 peuvent être maintenant actuelles. Oui, mais en fait, c'est qu'on se avec rend le compte, pouvoir d'Internet. on se rend compte qu'en fait, c'était pas de la science-fiction. Ouais, c'est ça. Enfin, presque. Voilà, on se dit que en fait, ah oui, c'est pas juste des histoires. Et toi, tu attends Cyberpunk 2077 ou pas alors du coup? Moi, je l'attends à pied ferme. Comme un dingue. T'es un dingue. Comme un dingue. Comme un dingue. Ah non, j'attends comme un dingue. Je sais que, enfin, non, quand j'ai vu le trailer au début, j'étais un peu hypé. Ouais. Quand ils ont mis le gameplay, j'ai même versé une larme. En fait, c'est que peut-être que l'histoire sera pas ouf, j'en sais rien en fait, mais ce qu'ils ont présenté par rapport au gameplay, même si c'est pas comme ça qu'on y joue, même si le jeu est moins bien, quoi, j'en sais rien. Juste pour m'avoir fait rêver et juste pour m'avoir montré le cyberpunk que moi je m'étais toujours imaginé en fait. Parce que après, quand on voit le gameplay, un peu le scénario qu'on a vu dévoilé. C'est vraiment le cliché du cyberpunk, quoi. C'est le hacker qui a des missions, ça va être vraiment le cyberpunk, quoi. Oui, c'est ça. Et le truc, c'est que, enfin, j'ai pas vu une œuvre qui se rapprochait vraiment beaucoup du cyberpunk de Neil Stephenson, de Sterling, de Gibson. Parce que finalement, oui, le point de départ, quand on pense cyberpunk, on pense à Blade Runner, mais Gibson était tellement plus loin, et Stephenson aussi, et les univers sont tellement... C'est tellement différent, et justement quand on voit ce qui est sorti après, je parle de Macross Plus, ou quand on voit Lane, les décors sont pas forcément ceux de Blade Runner, et donc quand on voit Cyberpunk 2077, où c'est pas forcément que la nuit... Non, il y a du soleil, il y a des belles voitures... C'est ça... Alors en fait, est-ce que selon toi, il devrait s'appeler Post-Cyberpunk 2077 ça c'est du Post-Cyberpunk à fond. C'est plus de cyberpunk alors? Je pense pas, je pense que ça reprend beaucoup de thématiques de l'époque, mais c'est genre regarde par exemple Gun ou les visions du cyberpunk assez vieilles des années 80 dans Akira et tout. Quand tu regardes les augmentations physiques, c'est toujours très extravagant, c'est des gros bras de chrome. Quand tu regardes Final Fantasy VII, il a une énorme mitraillette sur le bras, tu vois. Alors que là, dans Cyberpunk 2077, c'est moins brut et grotesque. Mais ça, c'est un peu comme Deus Ex. C'est raffiné, tu vois. C'est la mode. C'est beau. Ils essayent de montrer la technologie comme justement faisant partie de la vie de tous les jours, pas juste en étant des trucs étranges comme tu le vois dans Gun où c'est des faux à la place des mains. Là, j'imagine qu'on va en avoir. Mais c'est caché, c'est stylisé, c'est banalisé justement. Donc. Et je parlais de Deus Ex d'ailleurs aussi, qui est complètement du cyberpunk, pas du post-cyberpunk. Oui, de ouf. Le premier en tout cas. Ouais, le premier, qui est extraordinaire. Vraiment, le premier était assez incroyable. Le scénario était fou. J'ai pas fini. Mais... T'as pas fini? Non, en fait, j'ai la version PC sur Steam et les écritures sont tellement petites que c'est illisible, donc j'attends j'attends que ça ressorte sur une autre plateforme parce que du coup j'ai joué un peu au début. Peut-être qu'un jour ils feront. Franchement, un remaster serait pas mal de Deus Ex. Du premier, parce que l'histoire est top. Si juste ils font un petit remake, ce serait vraiment pas mal, quoi. Mais ouais, carrément. Mais bref, pour répondre à ta question sur Cyberpunk 2077, moi je suis vraiment content de la direction artistique sur laquelle ils vont. J'espère que ça sera comme dans le gameplay, mais même si ça l'est pas, rien que pour avoir fait rêver et d'avoir montré que le Cyberpunk pouvait ressembler aussi à ça, je trouve ça bien. Des questions un peu plus personnelles. Si tu devais conseiller une œuvre de SF ou de Cyberpunk à quelqu'un, qu'est-ce que tu conseillerais? Je me suis posé beaucoup la question. Et c'est compliqué. Du coup, je peux pas te répondre genre juste un. C'est comme quand on te dit c'est quoi ton groupe préféré. Qu'est-ce que t'as envie de conseiller? Tu vois? Un seul. C'est compliqué. S'il faut trancher, non, je peux pas. En fait, le cyberpunk c'est pas forcément un genre que tu peux approcher facilement, surtout quand tu le connais pas, parce qu'il peut être repoussant du premier abord, parce que c'est dur et tout le monde n'a pas forcément envie de se plonger dedans. Donc c'est pour ça que dire juste une œuvre, c'est chaud. C'est pour ça que pour le coup, je préférais genre
en conseiller plusieurs, mais mettre mes réserves dessus. Dans le sens, Ghost in the Shell, par exemple, moi je trouve que c'est une œuvre que je conseillerais énormément, le film, parce qu'il est très court, très facile à voir, mais le reproche qu'on pourrait lui faire, c'est que c'est compliqué à comprendre. C'est dur. La première fois qu'on le voit, on est balancé sous le bus. On comprend rien, on a l'impression que le film est bourré de défauts parce qu'on comprend que dalle. Et en fait, quand on se pose un peu pour y réfléchir même après, et quand on commence un peu à comprendre, et plus on revoit le film, et plus on se dit en fait non, ils ont traité le sujet exactement comme il fallait le traiter. Et donc moi je le considère comme un film presque parfait aussi, mais qui pour le coup peut être ultra déroutant pour beaucoup de gens. Enfin, voilà, moi c'est les 3 œuvres que je conseillerais, c'est soit Blade Runner, soit Akira, soit Ghost in the Shell. Mais Blade Runner, c'est tellement contemplatif qu'à un moment, je sais que tu peux te faire chier si t'aimes pas ça, quoi. Là, je peux comprendre, c'est un rythme assez lent. C'est lent. Quelqu'un qui est habitué à regarder des Marvel, Ouais. il vient de regarder Captain America 2, il se met Blade Runner. Je crois que genre au bout de 10 minutes, il s'endort. Non, Ouais, c'est ça. il va faire autre chose, quoi. Ouais, mais j'ai des amis à qui j'ai voulu montrer Blade Runner, il y en a qui sont réceptifs et qui kiffent. Il y en a d'autres pas du tout. J'ai une amie, je lui ai montré. Je suis parti parce que j'avais d'autres choses à faire. Quand je suis revenu, elle dormait sur le canapé, quoi. Donc ça dépend. Ghost in the Shell, pour le coup, c'est vrai que c'est contemplatif, c'est exactement le même problème, mais c'est que vu que c'est plus court, Mais c'est un peu le reproche qu'on fait à 2001 d'ailleurs, ce que tu dis sur Blade Runner. Oui. Alors 2001, c'est peut-être poussé à son paroxysme. Oui, pour le coup, oui. C'est poussé à son paroxysme. 5 minutes de musique classique au début, je sais qu'il n'y avait pas beaucoup de gens aiment. Moi, c'est mon kiff. Ouais. Mais oui, je pense que c'est 4 fois, c'est peut-être 4 fois de pire. Moi, j'adore 2001, mais je comprends que les gens après n'accrochent pas forcément avec un. C'est presque du cinéma expérimental pour moi. Moi, ce que j'aime bien justement dans ce genre ce que j'aime bien quand il y a quelque chose de contemplatif, c'est que ça me permet de me poser et d'avoir le temps de réfléchir à ce qui se passe et de me poser des questions. Et même si je réfléchis à autre chose souvent pendant le film et que du coup, des fois, oui, je sors un tout petit peu, j'y reviens toujours et en fait, le film m'incite à penser à quelque chose et me met dans un état de pensée particulier. Et du coup, le film me fait vivre un cheminement de pensée assez étrange qui des fois me perd, des fois me captive et ça me questionne et ça me fait vivre des émotions. C'est pour ça que moi j'aime ce qui est contemplatif. Moi, un de mes jeux vidéo préférés, c'est Shadow of the Colossus. Tu passes ton temps sans musique dans des plaines à marcher. Oui. Il se passe rien. Tu vois. Quand j'ai vu les premières images de Death Stranding où j'ai appris que c'était juste marcher dans du vide, oh my God. Je me suis dit, ah, ça c'est pour moi. Je veux marcher avec de la musique. Exactement. Donc voilà, c'est les 3 œuvres que je conseillerais, mais voilà, c'est pour ça que je préfère mettre des réserves. Par contre, si t'es quelqu'un qui aime beaucoup les blockbusters, pourquoi pas Gun pour le coup. Gun, c'est super bien, ça te fait vachement réfléchir, ça a toutes les thématiques du cyberpunk. Tu parles du manga ou du film? Du manga. J'ai pas dit Alita, hein, j'ai dit Gun. D'accord. Okay. T'en as pensé quoi rapidement du film? Pas du tout. Mais... Pas du tout. Pas du tout. Et j'ai trouvé ça. De quoi? J'ai trouvé ça un peu bizarre. Enfin, même si je connaissais pas Gun avant, du coup, je me suis mis. Ça m'a permis de lire et j'ai fait ah ouais, le manga est ouf. Moi quand j'ai vu que la décharge était montrée de façon ultra attirante et super belle alors qu'à la base c'est une décharge. Et tu vois par exemple Gum, est-ce qu'on peut dire que le manga est cyberpunk et le film est presque post-cyberpunk? Oui. Ouais. Oui, complètement. Parce que c'est l'histoire d'amour au début, enfin bref, il y a plein de trucs qui m'ont un peu dérangé. Mais dans le manga, t'as une histoire d'amour, mais elle est super. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but c'est que Gali, elle apprend à grandir, et justement, une étape de nous en tant qu'humains de grandir, c'est découvrir l'amour et découvrir les sentiments. Et du coup, c'était montré comme ça dans le manga. C'était montré comment est-ce que Gali, la cyborg, pouvait développer des sentiments et du coup l'humaniser. Mais cette histoire d'amour, elle dure les 2-3 premiers tomes, si je dis pas de bêtises, et le centre de l'histoire, il est placé autre après. Et c'est une histoire qui est très jolie, qui est pas du tout forcée, alors que là, il fallait absolument qu'il se fasse un limite, bisou, moi je m'attendais à ce que genre elle rentre au lycée et que tu sais quelqu'un qui l'a bully et tu vois genre. C'est ça. C'est presque ça quoi, genre le mec. Enfin, l'histoire, c'est niais de fou, alors qu'après, t'as des visuels qui sont hyper sombres dans le film,
d'un seul coup t'as cette histoire d'amour, j'ai pas très bien compris. En plus, t'as des visuels qui sont hyper sombres, mais dans le manga, c'est tellement pire. Ah, oui, Genre, ah non, mais ils ont édulcoré vachement. Non de ouf. Genre, par exemple, il y a une scène dans le film où il y a un des gars, je m'en rappelle plus du nom, mais qui tue un chien. Et Oui. donc, il veut tuer le chien et la mort du chien est mise hors Ah champ. oui, hors champ, et, alors que et- là, et on voit un peu le sang. Dans le manga, c'est tellement violent. tu vois la tête voler, je crois. Ah ouais, oui, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est. Bah, fallait que. Tu sais très bien comment c'est, Hollywood, Oui, faut passer le. Faut pas avoir le Peggy. Enfin, au-dessus du Peggy 13, je crois, ou. Enfin, c'est interdit au moins de. Mais je pense que Gun, ça peut être une super porte d'entrée pour beaucoup de gens en fait, parce qu'il n'y a pas ce côté contemplatif, les thématiques sont très intéressantes, pas forcément aussi compliquées qu'ailleurs, et l'histoire avance vite et super bien. Voilà. Il y a juste, du coup, l'histoire a dû s'arrêter très vite, il n'y a que 9 tomes, et le tome 9, c'est juste pour mettre fin à l'histoire le plus vite possible, donc du coup c'est un gros défaut du premier manga, c'est qu'il n'y a jamais vraiment de fin, et du coup il y a Gun Last Order, la suite, qui essaye de reprendre le truc, mais c'est que ça met du temps avant de revenir ce que Gun mettait. D'accord. Ton film préféré, bon, même de SF, de science-fiction, ça serait quoi? De science-fiction Ouais. et de cyberpunk. Comme tu veux. Ça peut être aussi hors cyberpunk. Moi, mon film de SF préféré, on parlait de films où on se fait chier. Moi, mon film de SF préféré, c'est Stalker de Tarkovsky. Donc, Très bon je kiffe de ouf Stalker. Et 3h40. C'est ça. Comme ça. Non, mais moi, mon réalisateur préféré, c'est Sergio Leone. Donc, Il était une fois l'Amérique, 4 heures, quoi. Ouais. C'est que des films de 3 heures qui sont assez longs et contemplatifs, mais j'adore Sergio Leone. Mais bref, du coup, Stalker, ouais. Stalker de Tarkovsky, et pour une raison qui est que ce film. Pour le coup, c'est contemplatif. Hein, ouais. C'est peut-être pour ça que t'adores ça, parce que c'est waouh, faut s'accrocher. Ouais, non, mais ce film me transporte ailleurs à chaque fois, et il me met dans un état inexplicable. Tu peux nous résumer un petit peu ces 3 persos, ça? Il y a une zone, il y a ce qu'on appelle la zone, un un peu endroit comme Tchernobyl, un peu. Voilà ça, on peut pas y aller, et dedans il est censé se passer des trucs un peu mystiques, et on n'est pas sûr de ce qu'il y a, on n'est pas sûr de ce qui se passe. Et en fait, voilà, on n'a pas le droit d'y aller, c'est extrêmement protégé par le gouvernement, et du coup on suit l'histoire d'un passeur qui se fait payer pour transporter les gens dans cette zone, amener des gens et tout. Donc là il y a un professeur de mathématiques, je crois, et un professeur de philosophie. Je ne sais plus exactement leur métier, mais je crois que c'est ça. Et ils veulent aller dans cette zone-là pour poser des questions à cette entité mystique pour avoir des réponses. Et ils vont. Le gars, le passeur, du coup, il fuit le gouvernement et il arrive dans cette zone et ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et c'est juste... C'est particulier. C'est très philosophique. Oui, pour le coup, de ouf. Là, faut s'accrocher. C'est peut-être Oui. pas un film à conseiller. C'est pas un film que je conseille à n'importe qui. Pour le coup, moi, je l'ai pas vu encore. Il est dans ma liste à voir, mais faut que je me lance. Faut que j'y aille. Je pense que si je le chope en DVD un jour, tu vois, genre je le regarderai et tout, tu vois. Mais je pense que c'est une démarche d'aller dans Stalker. Je crois que c'est un peu le haut du panier, quoi. C'est comme dans le film. Regarder Stalker, c'est aussi difficile que d'aller dans la zone. C'est dur. Et il faut aller contre ce que toi tu connais et contre toi-même pour le regarder. Et c'est ce qui, moi, me plaît. Alors, tu t'es lancé un nouveau défi. Pas si nouveau parce qu'en fait, ça fait 5 ans que t'es dessus, voire peut-être 6 ans. 5 ans et demi. Oh là là. 5 un ans. jeu de rôle au doux nom de Doxa. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Donc ça, c'est un jeu de rôle post-cyberpunk, pour le coup, qui est tellement incroyable qu'il te donnera des frissons. Il faut absolument que tu le lises. Il est incroyable, c'est tout ce que je peux dire. Non. Tu as compris. Achète-le. Achète-le. Achète-le partout. Obey. C'est ça. Dans Invasion Los Angeles. Obey. Non. Bye. Du coup, donc ça, c'est un jeu de rôle de post-cyberpunk que je coécris avec Ephraim Bélier, qui a monté quelques vidéos de la chaîne NovaCorp. Et c'est, comment ça s'appelle, un univers particulier. On essaie de mélanger énormément de ce qu'on aime dans le genre, mais aussi d'aller au-delà, justement. On dit que c'est du post-cyberpunk parce qu'on mélange des choses qui
on verrait pas forcément. Comme du hip-hop, par exemple. Non, mais. Parce qu'on a fait une interview ensemble, je sais pas si elle sera sortie ou. Elle sera sortie. Elle sera peut-être sortie. Enfin, ça dépend quand est-ce que tu sors Contact. Voilà, donc, mais du coup, même on en parlait un petit peu avant, ça pourrait presque être du fantasy post-cyberpunk. C'est marrant parce que j'ai dit ça, et en plus, vous y aviez pensé. On y avait pensé, oui, c'est ça. Mais en fait, là, on décrit un peu mal Doxa, ça peut être compliqué de comprendre juste comme ça. En fait, est-ce que tu veux que je le résume ? Ouais, tu peux résumer l'univers un petit peu. Ouais. Voilà. L'univers de Doxa, en fait, il va y avoir une ressource importante qui s'appelle l'éther. Avec l'éther, tu vas remplacer le pétrole et l'électricité sur Terre, mais avec, tu peux aussi utiliser de la magie. Bon, c'est de la magie qui est particulière, on l'explique scientifiquement, mais dans la rue, on vulgarise ça comme de la magie. En fait, le monopole de cette ressource a fait que les gens qui l'ont monopolisé se sont enfermés, ont construit des mégacités et ont pu avoir un accroissement technologique très très important, justement en construisant ces mégacités, mais ils ont privé le monde extérieur de développement. Donc du coup, quand on va dans le monde extérieur, il y a des gens, donc ça c'est tellement grand qu'il y a des gens qui n'ont jamais rencontré de mégacité et qui n'ont jamais rencontré la technologie. Ouais, ils ont même pas d'électricité, quoi. C'est voilà, genre château fort. C'est les châteaux forts, ça peut être la Renaissance, et ils n'ont pas forcément conscience que la technologie existe et que les mégacités sont là en fait quelque part. Et tout le but de Doxa, c'est de montrer comment ces extrêmes cohabitent. C'est pas de montrer qu'il y a l'un ou l'autre, c'est pas de montrer que le monde il est noir ou blanc, c'est de montrer justement cette zone de grise, ce milieu entre ces zones. C'est pour ça que tu parles de cyber fantasy, on va dire, parce qu'il y a un mélange entre la fantasy qu'on peut s'imaginer classique et le cyberpunk qui est dans les mégacités, mais voir comment ces deux se mélangent. Et c'est pour ça aussi que Doxa c'est une œuvre extrêmement référencée où on va mélanger beaucoup de choses qu'on aime et qu'on peut se permettre d'utiliser des références qui ne sont pas que du cyberpunk pour essayer de faire quelque chose de plus réel. Puis c'est bête, nous on dit que c'est du post-cyberpunk et pas du cyberpunk parce que on a un esthétique qui est très très différent, des thématiques sont très différentes, on se concentre beaucoup sur la linguistique et sur... Enfin c'est bête mais... C'est par exemple à l'époque Gibson lui il s'inspirait beaucoup de William Burroughs qui n'était pas du tout de la science-fiction et il y a une histoire au milieu de Doxa d'un cartographe qui a visité tout ça et moi je me suis énormément inspiré des films de Takeshi Kitano. C'est pas du tout de la science-fiction. Ouais bien sûr. Donc tu vois qui sont des films de Yakuza. Oui tu racontes en fait parce que dans la première partie tu racontes le fonctionnement d'une mégacité. De certaines méga corporations qui contrôlent un peu le monde de Doxa et après en deuxième partie là t'as choisi de faire carrément une histoire que moi j'ai lue et qui est super bien, j'adore. Merci. Et c'est sympa parce que du coup on découvre plein de lieux mais par la vision du protagoniste qui s'appelle Chien. C'est plus sympa qu'une liste de noms voilà parce que là on découvre vraiment tout le dehors du monde de Doxa et ouais, c'est une volonté de ta part, je pense, justement, de ne pas faire des catégorisations de lieux qui s'enchaînent parce que sinon, je pense que ça aurait fait peut-être un peu trop. C'est peut-être des fois le défaut de certains jeux de rôle, peut-être pour toi. Ça. Oui, mais en fait, on dit souvent aux auteurs de jeux de rôle qui essayent de créer leur univers, on dit souvent, oubliez pas que dans le jeu de rôle, il y a le mot jeu. Sauf que j'ai envie de dire, oubliez pas que dans le livre de jeu de rôle, il y a le mot livre, tu vois, et qu'à la base, ça peut aussi être de la littérature et ça peut aussi se lire et que tu peux aussi faire une histoire et que tu peux montrer un monde à travers les points de vue des gens et pas forcément d'expliquer ton monde comme Wikipédia. Mes races fonctionnent comme ça, le monde il fonctionne comme ça, il s'est passé ci et ça et ci et ça. Non, on s'en fout en 1250 si Marie-Madeleine elle a découvert la technologie, elle a découvert la fission nucléaire, on s'en fout. Tu vois, donc nous on le met sous forme d'histoire en espérant que les gens puissent s'attacher en fait à cet univers et voir quelque chose de plus humain que de le regarder de loin. Et très rapidement, qu'est-ce que les joueurs seront du coup comme protagonistes dans le monde de Doxa ? Ils seront ce qu'on appelle des Etherheads. Les Etherheads, c'est des gens qui ont récupéré la technologie du savoir immédiat illégalement. En fait, c'est un savoir un peu comme dans Matrix, j'aime bien ça. C'est un savoir qui est privatisé par la cyberarmée, qui est comme tu le dis comme dans Matrix, où tu te puces. Alors, à la base, moi, c'est pas du tout de Matrix pour moi, c'est plus ancien. Oui, bien sûr. Tu te greffes des puces derrière l'oreille qui te donnent la technologie je trouve ça du visuel, savoir immédiat. Je parle de Matrix, je trouve ça visuel. Mais dans Blade Runner 2049, il y a une scène où ils se mettent une puce derrière l'oreille. Ah ouais. Ouais, je me souviens plus.
c'est quand Leto, Jared Leto, il est là, il y a un corps tout orangé et il est devant elle et il veut l'observer avec ses yeux parce qu'il est aveugle et donc du coup il se met une puce derrière les oreilles pour contrôler des petits caméras qui viennent et observer le corps. Voilà. Donc c'est plus dans ce délire-là. Et ça transfère en fait l'information qu'il y a dans la puce directement. Voilà. Et voilà, tu sais tout. C'est ça. Tu vas prendre le kung-fu. Tac, voilà. Plus kung-fu. Et c'est bon, exactement. Et du coup, cette technologie est réservée à la cyberarmée, donc normalement les gens ne peuvent pas l'avoir. Et nous, on va jouer des délinquants qui ont récupéré ça et du coup qui sont obligés de fuir le gouvernement, fuir les chasseurs de terre, et donc de parcourir le monde de Doxa en usant de leur curiosité pour trouver plus de puces et voilà, découvrir le monde. Ils sont traqués, mais en même temps, ils sont un peu explorateurs. Voilà. Ce qu'on dit, j'aime. Et puis ils ont des missions, en fait, c'est ça, en fait, genre des missions. Parce que t'as mis des indices un peu dans la narration de certaines missions que les MJ pourront proposer aux joueurs. Alors j'aime pas dire mission, parce que du coup, on n'est pas à la botte d'un patron, c'est les mystères. Oui. Mais ouais. Mais j'aime bien ce qu'on dit dans le livre quand on dit que les Éthérètes, c'est à la fois les plus chanceux et les plus malchanceux de ce monde absurde. Parce que finalement c'est ça. Ils ont à la fois la technologie ils ont à chaque fois le plaisir de la découverte et la technologie, mais à la fois ils peuvent pas le dévoiler. Ouais, ils sont traqués. Voilà. Ok, super. Donc du coup tu vas lancer un donc financement. Donc ça étant financement participatif, j'imagine que tu sortiras contact quand il y aura. Oui, je pense que ça sera pas ça. Oh, oui. Donc ça, en financement participatif, si ça vous plaît, vous pouvez aller sur le Ulule, j'imagine que tu mettras le lien. Et de toute façon, on en parle beaucoup sur la chaîne NovaCorp, il y a pas mal de vidéos de présentation. On a fait justement une interview avec Benjamin de cette chaîne, et qui était très bien. Ouais. Donc j'espère ça va être bien. Non mais elle est très bien. Elle est sortie, vous pouvez aller la voir. C'est vrai. Mais enfin bref. Et donc si vous voulez en savoir plus, de toute façon, il y a toutes les infos là-bas. Ok. Et voilà, t'as un palier à combien? Enfin, le premier palier à combien? Le palier, alors ça fait peur de dire ça, mais c'est plus ou moins la moyenne qui se fait. Hein. Nous, on demande 10 000 € pour le premier palier, ce qui est plutôt habituel pour un jeu de rôle. Donc voilà, je tiens à rassurer ça. Parce qu'en fait, un jeu de rôle, c'est un livre-objet. C'est un livre qui est beau avec beaucoup d'illustrations. Ce qu'il faut dire, c'est que en fait, le PDF de Doxa sera... il y a tout écrit, il est gratuit. Il est gratuit, en fait, c'est ça, mais c'est juste, voilà, pour... comme tu dis, jeu de rôle, livre de jeu de rôle, on a besoin d'avoir quelque chose de physique. Oui, bah, t'imagines un livre de 300 pages, sans règles, comment tu te repères dedans? C'est ultra difficile à imaginer si tu te plonges pas. Et du coup, il y en a qui... PDF sur ton téléphone. Attends, c'est quelle page déjà? on perd le côté un peu magique, je trouve. Donc il y a des gens qui ont besoin d'avoir... Enfin, ça aide en fait quand t'as un livre et que tu dis, alors, comment c'est déjà le cyberespace? Tu tournes les pages et là, d'un coup, tu vois une illustration du cyberespace, tu dis, ok, je sais exactement où je suis dans le livre. Et puis même, ça te permet d'imaginer immédiatement. Quand t'es en partie, quand les joueurs te disent, ça ressemble à quoi ça? T'es pas obligé de leur lire la description, tu prends le bouquin, tu leur montres, c'est ça. Oui, c'est ça, et puis en plus il y aura des cartes, les fameuses puces. Oui, les puces que tu te greffes en fait sont sous forme de cartes à jouer, que tu récupères. Voilà, quand tu résous des mystères, tu récupères des cartes que tu peux après te greffer. Et donc du coup on aura, au fur et à mesure des parties, on aura beaucoup de puces qu'on abandonne, ou j'imagine qu'on garde, ça dépendra des parties. Oui, voilà. Ok, super. À toi de voir... à quel point tu veux pousser le transhumanisme, si tu veux te pucer à l'extrême et devenir extrêmement faible. En fait, c'est que plus tu te puces, plus tu deviens faible. Mais si tu ne te puces pas du tout, tu es faible. Donc du coup, il faut trouver la juste balance et à toi de voir, de créer un personnage et d'inventer ta propre balance et ta propre limite. Et du coup, ma dernière question, ça sera sur YouTube. Donc YouTube, est-ce que ça va pour toi? Voilà, Est-ce que ça va pour moi, YouTube? Bah oui, est-ce que YouTube ça va pour toi? Est-ce que ça se passe bien? Non, mais c'était plus... Je déteste YouTube. Non, je dis ça... Est-ce que t'as des nouveaux projets? Et la question, c'était aussi, qu'est-ce que tu penses de YouTube? Ah ouais, qu'est-ce que je pense de YouTube? Pas que des choses bien. Hein. J'aime pas que lui faire des bisous YouTube. Hein. Je déteste YouTube. Mais je dis pas ça pour rigoler. Enfin, j'aime beaucoup faire des vidéos YouTube, mais j'aime faire des vidéos. J'aime pas YouTube. Voilà, c'est des choses différentes. Pour répondre à la question, est-ce que j'ai d'autres projets par rapport à juste YouTube? Pour l'instant, on se concentre uniquement sur le financement participatif de Doxa, donc on va sortir beaucoup de vidéos qui sont en rapport avec la chaîne et Doxa, parce que j'aime pas quand il y a une chaîne qui crée un projet, qui est pas actif pendant longtemps et d'un coup te présente un projet et il te parle que de ça. En fait, t'es en mode ouais, je me suis pas abonné pour ça, donc on n'a pas envie d'être ça. On sait que les gens sont pas là pour Doxa, on sait que les gens sont pas là pour le jeu de rôle non plus.
Donc du coup on essaye d'allier les plaisirs. Donc pour une vidéo de Doxa postée, une vidéo de Novacorp classique est postée. Voilà. Qui sera une saga sur le Cyberpunk du coup. On a déjà sorti l'épisode 1, les autres épisodes après. Donc oui, donc pour l'instant on se concentre juste sur ça, à faire en sorte de pouvoir à la fois jongler entre Novacorp et Doxa. Mais qu'est-ce qui vient après, on sait pas. Nous, ça dépend de si le financement il est réussi ou pas. Si le financement est réussi. Si le financement est réussi, nous on va se concentrer à fond sur Doxa et on va essayer de faire le livre le plus beau possible, bien sûr, qui correspond le mieux à la vision du livre et faire en sorte que ce soit le livre qu'on a toujours voulu lire, pardon, excuse-moi. Faire en sorte que ce soit le livre qu'on a toujours eu envie de lire, qu'on a envie de proposer, voilà. Donc ça dépend vraiment. Et puis si c'est pas réussi, grosse remise en question, grosse dépression et... Vous avez compris ? Genre, achetez. Non, il y a tellement de personnes qui ont bossé sur le projet que là, ça sera dur. Non, moi j'essaie de proposer ma passion et si les gens ont envie de partager ma passion, tant mieux. Que ça soit intelligent ou pas, enfin je sais qu'il y a des chercheurs qui seront toujours plus intelligents, donc à chaque fois que je regarde ce que je fais, je me dis toujours il y a tellement plus loin tout le temps, donc c'est pour ça que je me dis moi je veux juste faire ma passion et je fais des vidéos essais, voilà, c'est tout. Je donne mon avis sur un truc. D'ailleurs tout à l'heure tu as dit vidéo essai combattante, donc je vois que tu as lu la description de ma chaîne parce que personne ne dit jamais ce terme là. T'aimes bien hein? Mais oui, moi j'aime bien. Personne m'en parle jamais. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Est-ce que tu auras un petit dernier mot de fin, voilà. Le cyberpunk c'est bien, et puis il faut aller voir Doxa, il faut aller sur le financement participatif, il faut s'abonner à la fois à ma chaîne, mais il faut aussi s'abonner à la chaîne de SF Theory, qui est quand même sur sa chaîne là. Oui. Abonnez-vous. C'est important. Un jour, peut-être que Benjamin pourra gagner une monétisation et il pourra faire plus de vidéos à une régularité plus présente. Oui. Peut-être un jour, on verra. Faut être pessimiste. Faut faire genre. En tout cas, merci beaucoup à Gabriel d'être venu dans Contact. Et puis, merci pour l'invitation. Je te souhaite le meilleur pour Doxa. Et on va suivre ça de très près sur SF Theory. Et voilà, donc on se retrouve pour un prochain épisode de Contact. Merci à tous de nous avoir écoutés. Fin de transmission.